Bonjour et bienvenue au podcast Inspire par tes histoires où on part à la découverte d'histoires d'entreprises et de stratégies de communication inspirantes et captivantes pour donner le goût à des gens, à des clients, à des collaborateurs d'embarquer avec nous dans un projet. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur, pilote de drone et formateur. Et aujourd'hui, je suis vraiment emballé de, de recevoir mon invité parce que moi, depuis le début de la pandémie, ce qui me manquait le plus comme entrepreneur, c'était de pouvoir faire du réseautage en personne. Le réseautage de groupes virtuels, aussitôt que j'ai essayé, ça n'a vraiment pas cliqué pour moi, pour toutes sortes de raisons. Et j'ai eu la chance, dans les dernières semaines, avec le printemps qui arrive, de recommencer à faire un peu de réseautage en personne. Et mon invité d'aujourd'hui, j'ai eu la chance de la rencontrer en personne, puis même si je la voyais un peu satellite dans mon réseau en virtuel depuis quelques années maintenant, je n'ai pu faire autrement que de tomber absolument ensorcelé sous son charme, le charme de sa bonne humeur, le charme de son enthousiasme, de sa passion et aussi de son histoire de vie. Et j'ai nommé Claudia Baillargeon. Salut Claudia, comment vas-tu? Salut Mathieu, ça va super bien, merci toi. Je vais bien, merci. Très content de te recevoir sur le show. Merci pour l'invitation, merci pour l'introduction aussi, c'est très apprécié et très mutuel. C'était le fun de se voir en vrai, C'est le effectivement. fun. C'est non seulement le fun de se voir en vrai, mais on a vraiment eu une belle conversation. Puis tout de suite, à ce moment-là, je t'ai donné l'invitation de participer sur le show parce que ben, tu es naturellement une raconteuse d'histoire. Puis ton histoire, ben, elle sort de l'ordinaire et elle contient plein de belles petites leçons inspirantes qui peuvent être ben justement inspirantes pour les gens, puis qui peuvent peut-être les aider à identifier des fois certaines difficultés, puis certaines pistes de solutions aussi pour s'en sortir. J'aimerais ça, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, que tu nous expliques un peu c'est qui ça, Claudia Baillargeon. Ah, la grosse question pour commencer. Donc, c'est qui Claudia Maillargeon? C'est une femme entrepreneur qui est très passionnée par mon domaine de coaching. Donc, moi, je dis souvent que je suis probablement née avec des patins dans les pieds puis des poids dans les mains. Toujours été dans le domaine du sport, entre autres en passage artistique. J'ai commencé à passer, j'avais 5 ans. Toujours coachée aussi depuis que j'ai 9 ans. Donc, quelqu'un qui est, comme je disais, passionné par tout ce qui a rapport au corps humain, la santé, la nutrition, les saines habitudes de vie. Je suis quelqu'un qui adore voyager aussi. On va en parler comme on le voit dans le titre. Donc, vie très minimalisme, nomade. Je suis bien dans mes affaires. Je suis bien toute seule. Très, très libre aussi de faire un peu ce que je veux quand je veux, incluant, ben, peut-être pas dans les 2 dernières années, là, mais avant ça, faire beaucoup de voyages dans ma vingtaine. J'adore, moi, bouger, être dans la nature, lire des livres, faire du développement personnel, de la spiritualité. Donc, une belle vie remplie. Puis effectivement, la passion, je pense que c'est un mot qui décrit bien comment je vis au quotidien. Oui, puis c'est contagieux. Tu sais, ton enthousiasme donne le goût d'embarquer avec toi. J'ai envie d'explorer ça un peu, mais juste avant, les gens qui nous écoutent, je suis de retour sur StreamYard. Donc, si vous avez suivi un peu le podcast depuis les dernières semaines, derniers mois, vous savez que j'ai switché à une autre plateforme, Melon, qui, même si c'est une belle plateforme solide de base, reste encore plein de bugs. Et j'avais toujours pas la fonctionnalité de pouvoir afficher des commentaires à l'écran comme celui de Nadine qui dit la awesome Claudia Baillargeon, bon show. Fait que je suis très content de revenir sur StreamYard, ne serait-ce que parce que j'ai l'impression d'être plus près de vous, des gens qui nous écoutent, puis ça va faire du bien de revenir à une plateforme un peu plus stable. Claudia, notre épisode d'aujourd'hui s'appelle Un billet d'avion aller simple pour partir à la découverte de soi. J'aimerais ça que tu nous expliques le sens de ce titre-là. Ah, le sens de ce titre-là. Je pense que je vais donner un peu une histoire qui a amené à ce billet d'avion S'il aller te plaît. simple.
Moi, c'est ça, toujours été athlète, passage artistique, très occupée, très engagée. Je travaillais presque temps plein, je coachais le passage artistique, je travaillais dans un petit studio d'entraînement privé qui était à peu près 30-40 minutes de chez moi. J'allais à l'université à temps plein à Sherbrooke, donc à 2 heures environ de route de chez moi. Fait que mon horaire, pendant plusieurs années, ça a été, je m'en vais à Sherbrooke le dimanche soir ou le lundi matin. Je fais mon école, mon université à temps plein. Je reconduis à la maison. Dans le fond, moi, je viens de la région de l'Essède, qui est un petit village proche de Vaudreuil, là, dans ce coin-là. Fait que je travaillais les vendredis, les samedis, les dimanches pour repartir. Je ne compétitionnais plus à l'université en patin artistique, mais pendant mon cégep, mon secondaire, j'étais en sport-études. Donc, très, très engagée, très, très occupée, très, très dans le go, go, go. J'ai appliqué dans un programme, dans une université, parce que c'est ça que je voulais faire. Comme je vous ai dit, j'ai coaché toute ma vie. Donc, oui, ça a commencé avec beaucoup la performance, le patin, les athlètes, des entraînements hors glace pour aider les athlètes justement à mieux performer sur la glace. Donc, ça a commencé beaucoup plus dans le pilier entraînement et les autres piliers se sont ajoutés avec les années dans ma business. Fait que j'ai toujours baigné là-dedans, j'ai toujours su ce que j'allais faire, commencé à travailler très jeune. Fait que moi, j'étais indépendante financièrement ou presque. J'avais mon argent de côté, j'avais un peu mon plan de match de vie. J'allais finir mon bac, faire mon DSS, investir dans le studio auquel je travaillais, m'acheter un condo, tu sais. Tout était un peu dessiné. Puis, je vais t'arrêter, je te laisse passer un instant, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà conscience que ça relevait de l'entrepreneuriat? Est-ce que dans ta tête, tu étais une entrepreneur? Absolument, absolument. Même en tant que coach en patinage artistique en soi, tu es travailleur autonome, mais c'est toi qui trouves, entre guillemets, tes élèves. Donc, il y a déjà, à partir de 16 ans, c'est sûr qu'avant, je n'avais pas le droit de coacher dans le sens que j'étais assistante coach. Je n'avais pas le droit d'être rémunérée pour mon travail. Mais dès 16 ans, tu sais, moi, des jobs au McDo, j'ai pas eu ça. J'ai travaillé un petit peu dans la business à mes parents, mais tu sais, 3-4 heures le dimanche. Puis dès 16 ans, j'ai commencé à travailler dans mon domaine. Fait qu'effectivement, quand tu es entraîneur de patinage artistique, sauf si tu te fais engager par le club pour coacher des groupes, bien, si tu veux faire du 1 sur 1, ce que moi, je voulais faire, tu trouves toi-même tes élèves. Fait qu'il y a déjà ce côté-là de si t'es pas bonne, puis t'as pas une bonne réputation, puis que tu t'investis pas, puis que tu te démarques pas, puis que t'as pas les compétences pour être une bonne coach, ben, il n'y a pas grand monde qui va vouloir se faire coacher par toi. Moi, comme ça faisait longtemps que j'étais dans ce domaine-là, je me faisais connaître aussi parce que moi, j'étais une patineuse de haut niveau aussi quand même. Donc, ça a été facile pour moi d'aller chercher des élèves. Et là vient aussi le concept d'équipe, de coacher en équipe avec d'autres personnes, d'organiser, la communication avec les parents, de se pointer la fin de semaine pour des compétitions, des tests. Fait que oui, déjà à 16 ans, tout le autour de gérer, entre guillemets, une entreprise, qui est dans le fond ton entreprise, toi, de coaching avec le patin, bien, ça a toujours fait partie de moi. Mais là, je t'écoute, puis j'entends toutes tes forces, puis tes facilités. Mm-hmm. Où étaient tes enjeux? Où étaient tes difficultés? Quelles sortes d'obstacles tu as eu sur ta route? Si on reste dans mon début, là, autour de 16 ans, quand c'était vraiment plus au niveau du patinage artistique, moi, je pense que mes difficultés ont toujours été de prendre soin de moi, puis c'est là que le billet d'avion aller simple est venu plusieurs années après, là. Mais prendre soin de moi, puis écouter ma capacité en termes d'énergie, parce qu'effectivement, comme j'étais passionnée, puis comme j'étais toujours dans un mode go, 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 oui, j'étais jeune, oui, j'étais en forme, puis j'étais encore en forme, j'étais encore jeune, mais je veux dire, t'as comme un peu rien que ça à faire, là, à 16-17 ans. Je n'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup d'autres passe-temps à l'extérieur de mon patin parce que c'était vraiment ma vie pendant tellement longtemps. Fait que mes difficultés, c'était de prendre des vacances, de prendre une pause, de dire non. Tu sais, dire non, des fois, en tant qu'entrepreneur, c'est difficile, hein, parce qu'on est comme, ben là, si je dis non, qu'est-ce qu'elle va penser de moi ou est-ce que je vais passer à côté d'une opportunité? Fait que c'était surtout ça, c'était d'être capable un peu de me détacher de cette vie-là. Puis j'ai continué à compétitionner pour moi de 16 à 18 ans. Fait que je faisais les deux pendant 2 ans. Fait que dans le sport en tant qu'athlète, au cégep en même temps et en train de coacher, qui a, oui, amené des bénéfices, mais qui a été un challenge aussi d'avoir différents chapeaux, différents rôles. Ça aussi, en tant qu'entrepreneur, on a quand même plusieurs chapeaux différents. Fait que ça a été ça un peu. Mais à ce moment-là, je n'avais pas le développement personnel, la maturité que j'ai en ce moment pour me rendre compte que j'étais face à ces obstacles-là, jusqu'à temps que je me fasse rentrer dedans un petit peu par la vie quand j'ai pris mon billet d'avion aller simple. Mais c'était un peu ça, les premiers défis, je te dirais que j'avais probablement pas conscience à ce moment-là parce qu'encore une fois, j'étais en mode go, go, go non-stop.
Quand en as-tu pris conscience? Quand je suis arrivée en Australie. Parle-nous un peu qu'est-ce qui mène à la décision, premièrement, de prendre un billet d'avion aller simple pour l'Australie. Pourquoi aller simple, puis pourquoi l'Australie, puis pourquoi un billet d'avion? Oui, absolument. C'est une très belle histoire. Je suis en mode go, go, go. Je finis mes études, puis je finissais. Dans le fond, j'ai fait un bac, puis après ça, j'ai fait un diplôme d'études supérieures en kinésithérapie. C'était 1 an, de janvier à décembre 2013. C'est l'été 2013. J'étais assise dehors avec une de mes amies avec qui je m'entraînais. Elle aussi était en kinésiologie, mais 2 ans après moi. Fait qu'elle allait faire un premier stage. Dans le fond, j'étais à Sherbrooke, fait qu'on faisait le régime coop. 4 mois en stage, 4 mois à l'école à temps plein. Puis elle me dit, hey, elle dit, je pense que je vais aller faire mon premier stage à l'extérieur. Et comme j'ai commencé à regarder différents pays, puis avec l'université, ça se fait tant qu'on fit certains critères. Puis en Australie, là, tout le monde est en forme, tout le monde s'entraîne, il y a plein de gyms, ça va être facile. I'm going to be a personal trainer, all good. Puis moi, ça me rentre par une oreille, ça me sort de l'autre. Tu sais, jamais tu m'avais dit avant le 7 janvier 2014, Claudia, toi, tu vas partir, toi aussi, puis aller voyager. C'était même pas dans ma vision. Je répète, moi, j'ai mon argent de sauver, j'ai mon plan de match, je vais investir dans un gym, je vais être entrepreneur, je vais avoir ma business, je reste ici. C'était ça un peu mon plan de match. Fait que ça reste comme ça, bien contente pour elle. Mais une conversation mène à une autre, puis à un moment donné, moi, j'appelle ça un download de l'univers, là, quand tu as comme une petite vision, une petite pensée ou un petit quelque chose dans ton gut feeling, dans ton intuition. Puis à un moment donné, j'ai un download, peut-être au mois d'août, 1 mois après cette conversation-là, puis je me dis, hey, moi, dans le fond, là, en janvier 2014, là, j'ai fini mes études, il n'y a rien vraiment qui m'attache ici, pas d'enfant, célibataire à ce moment-là. Ça ressemblerait à quoi si je décide d'y aller avec elle en Australie? Fait j'avais quand même souvent cette amie-là, fait qu'on a une autre conversation, puis tu sais, je dis ça un peu à la blague. Hey, je pourrais venir avec toi. Puis là, oublie ça. Hein? We get excited. On est comme oui, on fait des plans, on va se louer un appartement sur le bord de la beach. Tu vas voir les personal trainers là-bas, ils font 120$ de l'heure, c'est la belle vie. Au mois de janvier, en plus, il fait 35 degrés en Australie, blablabla. Bla. Fait que ce qui a été un jamais je vais faire ça, c'est comme arrêter dans mon champ de vision de ma vie. J'ai eu une conversation avec mon boss. Ça faisait quand même 4 ans que je travaillais à ce petit studio-là, des mentors exceptionnels qui m'ont vraiment beaucoup appris. Puis lui, il allait se trouver quelqu'un temps partiel pour me remplacer pendant mon stage, parce que pas pendant mon stage, pardon, pendant ma dernière session à l'université, parce que je retournais à Sherbrooke. Puis j'ai dit dans le bureau, j'ai dit, ouais, je pense qu'il va falloir que tu trouves quelqu'un, pas juste pour 4 mois. T'sais, ça va être quelqu'un qui va me remplacer, entre guillemets, pour de bon, ou au moins pour plus long. Parce que moi, à ce moment-là, je ne sais pas que c'est un billet d'aller simple, je ne sais pas que je vais rester là 1 an et demi, tu sais. C'est une question que j'ai envie de te poser parce qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent, je vais utiliser ton terme, qui reçoivent le download. Ouais. Et quand tu le reçois, là, quand il y a quelque chose, une synchronicité, il y a quelque chose, il y a une illumination qui arrive, tu as quand même le choix de reculer, d'avancer, de tourner à gauche ou de tourner à droite. Qu'est-ce qui fait, puis souvent, je ne sais pas souvent, je n'ai pas de stats, mais j'ai l'impression que malheureusement, trop souvent, les gens ne vont pas suivre l'espèce de petite, cette couleur-là est le fun, cette lumière-là est le fun. Qu'est-ce qui fait que tu as eu la voix intérieure, la sagesse ou le soupçon de folie qui a fait que tu as fait « Hey, j'y vais, je le fais ». Qu'est-ce qui a fait la différence? Honnêtement, là, Mathieu, j'étais dans le déni. Moi, là, j'ai pas réalisé qu'est-ce que ça signifiait de prendre un billet d'avion puis de déménager littéralement à l'autre bout du monde. Puis ça m'a aidé. Parce que si j'avais été dans la peur, dans les « qu'est-ce que je suis en train de faire là », j'étais dans le déni. J'étais tellement occupée dans ma vie avec tout ce que je vous ai dit déjà, les études, l'entraînement, le coaching, la job au gym la fin de semaine, que j'ai pas eu le temps de m'arrêter puis faire comme OK, c'est quand même un gros deal, là, ce que je suis en train de faire. Fait que ça l'a joué à mon avantage. Fait que des fois, le conseil un peu que j'ai envie de donner, c'est que, tu sais, fais confiance, puis enlève-toi un petit peu d'être dans la situation, puis de l'analyser sous tous les angles et tous les côtés avant de te mettre dedans à fond, parce que, honnêtement, je suis pas sûre que ça aurait été juste un billet d'aller simple. Je suis pas sûre que j'aurais tout vendu puis tout quitté mes jobs avant de partir si je m'étais mis dans les peurs, les craintes. Ah, moi, c'est-tu vraiment un bon download? Je devrais-tu attendre? Ou, tu sais, c'est quoi les pour et les contre? J'ai une belle vie, je suis solide ici, tu sais. Fait que c'est ça qui m'a aidé d'avoir été dans le déni. Puis je me souviens, avant de partir, on avait fait
Mais tu parles de déni, mais tu es quand même une fille d'intuition aussi. J'imagine que tu Aussi, l'étais c'est sûr. aussi à ce moment-là. Donc, c'est ton cœur qui a pris la décision plutôt que de laisser la place à ton cerveau de faire « Ah, je peux trouver plein de raisons de pas y aller. » Oui, absolument. Puis, beaucoup plus à l'écoute de mon intuition maintenant, c'est nuit et jour. Fait que je pense que oui, c'était un coup d'intuition, mais encore une fois, à ce moment-là, je ne savais pas que c'était mon intuition qui m'avait vraiment guidée à prendre, à dire go. Fait que c'est ça, on avait organisé un petit souper avant que je parte avec ma famille, puis ma soeur, puis des amis. Puis je me souviens, tout le monde capotait un peu, là, tu sais. Ma soeur, je pense que le moment donné, elle était super émotive. Puis elle m'avait regardée, elle dit, mais là, Claude, elle dit, c'est un gros deal, là, tu t'en vas en Australie, tu sais. Puis ma mère, qui arrêtait pas de me dire, t'es sûre que tu vas pas prendre un billet aller-retour, tu sais, juste au cas où, comme book déjà ton billet de retour, puis au pire, tu sais, tu changeras la date. Moi, je me disais, voyons, qu'est-ce qu'ils ont à capoter de même jusqu'à temps que je sois là-bas puis que je comprenne 2 mois plus tard pourquoi, oui, c'était vraiment un gros deal, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un honeymoon phase, hein, une phase de lune de miel, puis après ça, je me suis fait rentrer dedans par la vie. Et tant mieux, hein, ça m'a amené, ça a été mon premier gros wake-up call, mon premier gros éveil spirituel. Fait que je suis partie finalement le 7 janvier. La raison pourquoi j'ai pris un billet d'avion d'aller simple, c'est que j'avais pas eu le temps de me questionner sur c'était quoi mes plans. Mon amie, elle s'en allait une semaine avant moi. Elle allait faire son stage de 12 semaines. Puis après ça, on s'était dit, hey, on va se ramasser de l'argent. Puis elle devait revenir début mai pour sa session d'été. Puis on s'était dit, hey, tout le monde, quand on est en Australie, ils s'en vont voyager en Asie parce que c'est à côté, c'est pas cher. Fait on va travailler 3-4 mois, on ira voyager en Asie, puis see what happens, elle va revenir, puis probablement moi aussi, tu sais. Fait que, bien aller simple, pas de plan. Fait que 7 janvier, je pars, ça m'a pris 4 jours me rendre. On parle d'histoire avec un pensez-y-vous bien. T'es sûr que tu vas aller en Australie parce que c'est en train de te prendre 4 jours pour te rendre là-bas. Il y avait une tempête de neige à Toronto, des vols annulés, le décalage horaire, bref. Fait que j'arrive 4 jours plus tard. Et là, comme je te dis, c'est le honeymoon phase, là, c'est la lune de miel. On se trouve un appartement en 3 jours sur le bord de la plage. Pour vous donner un exemple, là, une échelle un peu de grandeur de prix. Puis ça, c'est en 2014. Fait que 8 ans plus tard, c'est sûr que ça a augmenté. On était dans un appartement partagé. Fait qu'on avait 2 chambres. On était 4. Fait que 2 par chambre. Puis ça nous coûtait 280 $ par semaine pour partager ta chambre. Ce qui est à Sherbrooke, wow. Bon, on s'entend à Sherbrooke, c'est moins dispendieux que Montréal, puis j'étais dans un petit bachelor, c'était pas un appartement, un condo. Ça me coûtait à peu près ça par mois, là, tu sais. Mais c'est pas grave, moi, la fille organisée, indépendante et tu sais, on top of her things que je suis depuis que j'ai 16 ans. Hein, donc, ça faisait, mon Dieu, j'avais 7 ans déjà que j'étais en mode travailler, puis investir, puis sauver de l'argent. Je me disais, ben, c'est pas grave, j'en ai de l'argent. Puis Liana me l'a dit, je vais me trouver une job comme ça dans les gyms. Fait que janvier, lune de miel, il fait beau, il fait chaud. On se trouve cet appartement-là, rien d'extraordinaire, mais c'est à 30 secondes de la plage. Fait que là, on va à la plage, on sort le soir, on rencontre des gens de partout dans le monde. C'est merveilleux, l'Australie. Elle, son stage, ça l'a complètement pas marché. On se rend compte que pour travailler, là, puis évidemment, là, si on avait fait des recherches avant un peu plus spécifiques, on l'aurait su. Mais encore une fois, à la force d'avoir été un peu dans le déni puis occupée, je m'étais pas fait d'attendre, je n'avais pas vraiment rien recherché. Fait qu'on se rend compte qu'effectivement, ils ne t'engageront pas s'ils savent que tu pars dans 3 mois. Puis effectivement, tu t'en vas pas travailler à la crèmerie du coin, tu t'en vas travailler dans un gym, entraîner des personnes, tu sais, en tant que professionnel. Il faut que tu sois membre de ce qu'ils appellent Fitness Australia. Fait que c'est pas grave, ça fait 3-4 semaines, puis bon, ça me fait des petites vacances. Ça fait 23 ans que j'ai pas eu de vacances, tu sais. Fait que tout va bien. Puis là, en février, elle, son copain, il vient, fait qu'elle s'en va habiter avec lui pendant 5 semaines. Fait que moi, je me ramasse comme toute seule. C'est la première fois de ma vie que je me ramasse toute seule avec autant de temps et que je m'écoute puis je me pose la question « Comment tu vas, Claudia? » Puis j'avais pas réalisé, juste de dire ça, j'ai encore des frissons partout, là, mais j'avais pas réalisé que je m'étais jamais vraiment arrêtée pour les ressentir, mes émotions, pour me demander vraiment là, comment j'allais. Puis si la vie que j'étais en train de me créer, qui semblait absolument awesome de l'extérieur, est-ce que moi, j'étais vraiment heureuse là-dedans? Puis les plans de vie que je m'étais fait d'investir dans le gym à Laval, puis de m'acheter un condo, puis c'était-tu vraiment ça que je voulais? Puis quelle a été la réponse?
La réponse a été 1 mois et demi de thérapie à la plage, de pleurs, d'écrire dans un journal, de conversation, de creuser à l'intérieur de moi de façon très inconfortable. Mais c'est vraiment là que la plage est devenue mon église. Je me levais le matin, j'allais à la plage, j'allais m'entraîner. Il y avait un petit parc avec des bars et tout. Fait que je m'entraînais. Je revenais à l'appartement, je mangeais. J'allais à la plage l'après-midi. Je me reposais, faisais bronzer, j'allais nager, tu sais, toute seule. Je revenais, là, souvent, j'avais des amis ou mes collègues qui étaient là. On soupait. Le soir, je retournais. Puis c'est là, souvent, que je laissais les émotions monter. J'écoutais de la petite musique nostalgique. Je regardais le coucher du soleil. Puis là, whatever I was feeling, ben, je me laissais le vivre puis le ressentir. Puis ça a duré 1 mois solide. Parce que moi, pendant que j'étais en train de vivre ça, je vois mon compte de banque descendre très, très vite. J'arrive pas à me trouver une job dans un gym parce que je ne suis pas membre de Fitness Australia. Je suis sur ce qu'on appelle un Working Holiday Visa. Donc, je peux pas garder une job plus que 6 mois selon la loi. Mais moi, je suis un peu... j'allais dire orgueilleuse, peut-être un peu, mais quand je veux quelque chose, je veux quelque chose. Puis moi, ça m'intéressait pas de travailler au dépanneur du coin. Je voulais travailler dans mon domaine en Australie. Fait qu'écoute, je suis très persévérante aussi, très déterminée. A fallu que je refasse, par exemple, mon cours de premiers soins. Parce qu'apparemment, en Australie, on ne sauve pas les gens de la même façon qu'au Canada. Mais tu sais, tellement de légalité, de papier. Je me souviens, à cause du décalage horaire, à un moment donné, je me suis réveillée à 3 heures AM durant la nuit pour parler avec un responsable en Ontario qui allait pouvoir me donner le nom, la certification de personal trainer, parce que seulement cet organisme-là au Canada était reconnu par Fitness Australia. Parce que la kinésiologie au Québec, la kinésiologie là-bas, c'est pas la même chose. Fait que moi, j'arrive avec mes presque 5 ans d'université, mais non, il faut que tu sois accrédité par tel. Fait que j'en ai fait des affaires, puis j'étais comme impatiente, et ça, c'est une des plus grosses leçons que mon voyage en Australie m'a appris, c'est que la vie va toujours te donner ce que tu as besoin, pas nécessairement ce que tu veux. Et de quoi avais-tu besoin, Claudia? J'avais besoin d'un break. J'avais besoin d'un break, de mettre mon pied sur pause ou même sur le break, puis de prendre soin de moi, de m'écouter, puis de me faire shaker là, par la vie, de comme, OK, t'as 23 ans, là. Tu peux relaxer. Tu peux te questionner sur comme, c'est-tu vraiment ça le genre de vie que tu veux vivre? Puis c'est correct si tu as l'air d'être heureuse parce que tu as tellement du succès, puis ça fait longtemps que tu travailles dans ton domaine, puis bonne à l'école, puis bonne en patin, puis tu sais, tout le monde t'aime, puis tu sais, tous ces éloges-là, puis ces étiquettes-là que les gens te mettent, qui sont très positifs, là, c'est pas pour mal faire, mais cette pression-là, fait que ouais, j'avais besoin de me retrouver dans ma vulnérabilité, d'écouter mes émotions comme du monde pour la première fois de ma vie et de commencer à faire des choix différents dans ma vie parce que honnêtement, là, j'étais en train de recréer la même vie qu'au Canada. Puis je me souviens... Vas-y, c'était une question? Non, vas-y, termine ce que tu allais dire. Je me souviens, à un moment donné, j'ai appelé mes parents, puis je pleurais parce que j'étais en train de me... Une fois que j'ai eu ma certification de Fitness Australia, parce que oui, je l'ai eu, ça a pris du temps parce que, bon, j'avais besoin de ce temps off-là. Mais début mars, je reçois mes papiers. Parfait, je suis membre de Fitness Australia. Après, c'était facile là, de se trouver un gym. J'avais de l'expérience puis tout. Mais j'étais en train de recréer la même vie qu'au Québec. J'étais à une étape de me faire engager dans un gym où est-ce que j'allais devoir partir le matin à 4h30, marcher une demi-heure pour me rendre au gym, travailler le matin avant que les gens aillent travailler, coacher des gens. Après ça, avoir un long pause. Bon, oui, je peux m'entraîner puis je peux attendre. Mais après ça, tu sais, faire le chiffre du soir quand les gens finissent de travailler. Fait que bref, j'étais en train de me rembarquer dans du super tôt à du super tard, de me fatiguer, de donner tellement de temps puis d'énergie puis d'envie dans un gym. Puis quand j'ai vu le salaire puis quand j'ai vu les étapes par lesquelles il fallait que je passe, j'ai littéralement regardé le gars qui allait m'engager. J'ai dit, moi, là, depuis 7 ans que je travaille dans ce domaine-là chez moi, puis ce que toi, tu fais comme job, ben imagine, moi, c'est moi qui t'aurais engagé où est-ce que je travaillais avant. Fait que j'étais comme, j'ai-tu vraiment envie de me rembarquer dans ce même horaire-là, cette même dépense énergique-là, ce même temps-là, quand, un, je suis à l'autre bout du monde, puis je suis pas ici pour faire ça, puis deux, écoute, ça vaut quelque chose, là, les 6-7 dernières années d'expérience que j'ai, de recommencer à zéro à un salaire de, tu sais. Fait que j'étais fière de moi. Ça a été la première fois que j'ai littéralement pleuré, je pense, devant mes parents. Puis je leur ai demandé, allez-vous être
pas fière de moi si je travaille pas dans ce gym-là. Finalement, peut-être que j'en veux une job à la crèmerie du coin, là, tu sais. Fait qu'évidemment, mes parents ont tout le temps été super supportive, là. Donc voilà, finalement, j'ai trouvé une autre job dans un gym, mais là, j'ai commencé à faire toute la gestion, les ventes, le service à la clientèle, vraiment, là, runner le gym au complet. Puis ça a été une super belle expérience. Fait que j'ai travaillé finalement dans mon domaine. J'ai donné des cours à des personnes plus âgées dans un parc aussi. Écoute, avec le pont, là, le Harbour Bridge à Sydney, tu sais, vraiment là, le rêve. Fait que tout ça m'a amené à ce que je voulais finalement, mais plus tard et d'une nouvelle façon aussi, d'une façon différente de ce que je faisais ici, tu sais. T'es sorti d'un mois intensif de connexion avec soi. Qu'est-ce que tu en as appris qui te sert encore aujourd'hui? J'ai appris que c'est correct de m'accepter comme je suis, même si c'est différent de qu'est-ce que les autres peuvent attendre de moi ou qu'est-ce que moi je pense que les autres attendent de moi. Tu sais, on fait souvent de la projection. Même si ça sort de ce que j'appelle la boîte, de la norme, qu'est-ce qui est commun, c'est correct aussi de vivre une vie que peut-être pas tout le monde comprend. Parce qu'évidemment, plus tard, ben finalement, je suis restée 1 an et demi en Australie, là, j'ai reconnecté avec mes valeurs profondes. Tu sais, les valeurs, c'est quelque chose qu'on apprend au primaire, là. La famille, c'est important, le respect, c'est important, mais est-ce qu'on se re-questionne vraiment à l'âge adulte, tu sais? On apprend des valeurs qui sont judéo-chrétiennement bien acceptées. C'est ça. C'est pas nécessaire. Puis je pense que de refaire l'exercice comme adulte, de dire hey, c'est quoi réellement les valeurs qui, moi, me drive, c'est crucial. Je pense que c'est un exercice essentiel pour tout entrepreneur, mais on pourrait élargir ça puis dire que ça devrait être un exercice essentiel pour tout être humain, point. De se repositionner selon ses valeurs et non pas selon ce que la société nous inculque comme étant des valeurs acceptables. Enfin, absolument. Fait que ça me sert encore aujourd'hui fois 1000. Là. La raison que Karmakin est né, c'est grâce à ma valeur du voyage, à mon mode de vie minimalisme, à ma valeur de la liberté. Tu sais, parce que quand je suis revenue 1 an et demi, puis on pourra reparler de d'autres choses qui s'est passé dans mon 1 an et demi, mais quand je suis revenue, écoute, on appelle ça les travel blues, là, comme dépression post-voyage, là, ça a duré des mois. Puis, je me souviens, je suis retournée chez mes parents à ce moment-là parce que j'étais partie de Sherbrooke, dans mon appartement là-bas, en voyage. Donc, tu sais, je recommençais un peu ma vie ici. Puis, des fois, là, ça me frappait sans avertissement. C'est pas que j'étais en train de regarder mes photos puis d'être dans ma nostalgie. Non, non, je revenais du gym ou je travaillais sur quelque chose. Puis tout d'un coup, il fallait que j'aille dans ma chambre puis je pleure pendant 1 heure. Tu sais, fait que ça fait peur à ton entourage quand eux, ils t'ont vu avant. Parce que toi, tu reviens, toi, t'as changé fois 1000. Il n'y a rien d'autre que changer. 1 an et demi, là, les gens, quand on reste dans... Puis c'est pas mauvais ou c'est pas bon. It just is, là. C'est juste comme ça. Fait que c'est là qu'est née aussi l'idée de l'entrepreneuriat virtuel parce que je suis revenue, aucune envie de retourner travailler dans un gym pour quelqu'un d'autre. Là, j'ai la piqûre du voyage, j'ai goûté à mes vraies valeurs puis comment je me sens quand je suis mes vraies valeurs, cette pression-là qui s'enlève de mes épaules. Moi, j'ai changé du tout pour tout. Puis tu reviens dans un ancien environnement, ça a été vraiment difficile. C'est un drôle de feeling, hein, celui que d'avoir justement vécu un gros changement de vie et tu reviens puis il y a juste toi qui a changé parce que tout le monde a comme suivi la même routine depuis des années. Et c'est extrêmement difficile au niveau émotionnel, au niveau énergie, au niveau de dire « Oh mon Dieu, il y a juste moi qui ai vécu ça, puis j'aimerais ça que le monde ait été transformé. » Comment est-ce que tu as fait pour te rééquilibrer là-dedans? Je suis repartie. OK. J'exagère même pas. Tu es repartie où? Je suis revenue 8-9 mois, ce que j'ai fait justement avant d'arriver à la décision de repartir. Puis en plus, tu sais, mise en contexte, je suis revenue, j'avais 25 ans, donc c'était à l'été 2015. 25 ans, c'est quoi, Mathieu? Tu te mets en couple, tu achètes ta première maison, ton condo, le chien tombe enceinte. Toutes mes amies sont dans ce mode-là encore, la société, le courant normal, entre guillemets, qu'on fait. Encore une fois, qu'il n'y a rien de mal avec ça. Mais moi, je reviens, puis ça, non seulement ça ne me parlait pas avant, hey, ça me parle encore moins. Fait que là, tout le monde, ben là, tu vas travailler où? Tu fais un chum en Australie, puis là, tu vas t'acheter un condo, tu reviens chez tes parents. Puis, fait que je me suis... Je pense que la pression est encore plus dure pour une femme
chez qui la société met encore plus de pression de devoir devenir un jour mère. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait très attention à qui je donnais mon énergie, avec qui je passais du temps aussi. Je passais beaucoup de temps toute seule. À ce moment-là, encore une fois, j'étais chez mes parents, mais tu sais, beaucoup de temps toute seule. Puis, j'ai pas retourné, je me suis pas, entre guillemets, trouvé de job dans un gym. Je savais que la fibre entrepreneuriale était encore là. Je voulais ma business à moi, mais je me disais, coudonc, là, je veux voyager. Je peux pas m'ouvrir un centre de performance. Je peux pas m'ouvrir un gym. Je peux pas m'ouvrir une clinique. Je peux pas avoir un pied physique à quelque part. Je vais être pris là, entre guillemets. Je peux pas partir quand je veux. Là, je viens de connecter avec mes valeurs du freedom, du minimalisme, du voyage. Ça marche pas, mais je fais quoi, tu sais? Fait que j'ai recommencé à coacher le patin, temps plein. On avait une grosse équipe, compétition. C'était vraiment une grosse année pour nous. Fait que commencé à coacher le patin pendant 8 à 9 mois à peu près. Puis, je suis repartie en mars 2016, 3 mois, backpack, sac à dos, toute seule encore une fois, en Amérique du Sud. Donc, j'ai fait Pérou, Bolivie, Chili, Colombie. La Colombie, c'était pas prévu. J'étais supposée faire ces 3 pays-là en 3 mois. Je suis arrivée à Santiago, au Chili, 1 mois d'avance, en fait, pour toutes sortes de raisons qui se sont passées dans mon voyage. Puis je me disais, tu sais, j'ai 1 mois, qu'est-ce que je peux faire? Chaque personne que je croisais sur mon chemin me disait, la Colombie, la Colombie, la Colombie. Puis moi, je suis une fille de plage, je suis une fille de chaleur, la culture, tout ça. Fait que parfait, j'ai pris un vol, j'étais allée en Colombie. Finalement, j'ai passé mon mois complet là-bas. Et j'ai ma meilleure amie qui est venue me visiter pendant 1 semaine. Donc, ça faisait, moi, 2 mois et demi à peu près que j'étais en mode solo, backpack, tout ça. Puis, je me souviens, on était en train de manger sur le top d'une terrasse, puis on avait la vue, tout ça, sur Carthagène. Puis, ça, elle, on dit en anglais, là, she's my person. C'est plus que ma meilleure amie. Là. Elle me connaît plus que moi, je me connais et vice-versa. Ça fait super longtemps qu'on se connaît. Puis, elle m'avait regardée, puis elle m'avait dit, je suis tellement contente de voir la version de Claudia quand elle est en voyage. Et comme j'ai l'impression de comme te voir, toi, spécifiquement pour de vrai, même après 15 ans à ce moment-là, peut-être qu'on se connaissait. Fait que ça m'avait vraiment touchée. Parce qu'effectivement, comme tu dis, quand tu reviens, les gens, c'est comme, ah, cool, c'est beau ton voyage, tu as vu des belles choses, tu as rencontré des gens extraordinaires. Ouais, mais c'est tellement plus que ça. Dans mon cas, je parle toujours de mon humble expérience. Mais je pense que ce serait le cas de bien du monde si les gens s'écoutaient davantage, puis se permettaient davantage la liberté de vivre le genre d'expérience que tu as vécue. Juste avant que tu continues, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit des commentaires. Oui, merci. Beaucoup de questions. Je serais curieux oui, c'est ça, curieux et intéressé d'en afficher quelques-uns. Sophie Gagnon qui dit « C'est bien intéressant ton histoire ». Merci. Audrey Dumur qui partage que c'est son histoire elle aussi, mais avec le Québec. 2 valises par personne avec 2 enfants, dont un bébé. Wow. Nadine qui dit « Claudia, tu es une raconteuse née, j'adore ton histoire ». Merci Nadine. Noémie qui rajoute « Superwoman. Hey, salut Noémie. Audrey, tellement enrichissant les histoires des uns et des autres. Bravo, Claudia. Merci. Et qui rajoute adaptation, résilience et détermination. Édith Levasseur, bravo, inspirante. Et puis, je vais afficher la question de Joanne parce que je la trouve très pertinente. Comment s'assurer, en tout cas dans ton cas, dans ton expérience à toi, comment est-ce que tu peux t'assurer que tu es à la bonne place quand les autres ne comprennent pas? Qu'est-ce que tu répondrais à ça, Claudia? Il faut, puis c'est ce que j'ai fait aussi très souvent, ce que je fais encore, je pense qu'il faut s'isoler, fermer le bruit extérieur des gens, justement, qui comprennent peut-être pas, fermer ses yeux, là, puis se poser les bonnes questions à soi-même. Je pense qu'on a toutes les réponses qu'on a besoin à l'intérieur de soi, mais des fois, on est beaucoup dans notre tête, beaucoup dans ce que les autres disent, beaucoup dans ce qu'on lit, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, donc on se compare, peut-être des fois dans nos peurs aussi. Mais si tu t'isoles, tu prends du temps pour toi, tu respires, tu t'enracines, puis tu fermes tes yeux, puis tu te poses des bonnes questions. Exemple, comment je me sens? Tu sais, comment je vais pour de vrai? Cette décision-là, là, quand je me visualise prendre cette décision-là, par exemple, quitter ton emploi, te séparer, décider de ne pas avoir d'enfant, changer de pays, bien, c'est quoi les ressentis? Comment ça me fait sentir, cette décision-là? Puis si les sentiments, les ressentis, les émotions, la vision que tu as, encore une fois, je reviens souvent au gut feeling, à l'intuition, ça te dit oui,
Ben les autres, moi, j'ai un mantra que j'utilise souvent, lead with love. Donc, c'est toujours avec amour, c'est pas avec du jugement, mais les autres, lead with love, mais OK, tu comprends pas, je t'aime quand même, mais ça change pas le fait que je le sais à l'intérieur de moi que c'est la bonne décision pour moi. Et la meilleure façon de pouvoir donner de l'amour à autrui, c'est d'abord d'être en mesure et de s'en être donné à soi en premier. Parce que si on se néglige, qu'on s'oublie, puis qu'on s'abandonne ou qu'on sacrifie l'amour qu'on a pour soi parce qu'on doit plaire ou faire ou quoi que ce soit, nécessairement, on va être perdant en bout de ligne. Là. On va avoir rendu les autres heureux autour de soi ou on va avoir eu l'impression d'avoir rendu les autres heureux. Puis on va Absolument. Et Edith qui rajoute oui, fermer momentanément les portes du monde extérieur et se connecter à son cœur. Oui, absolument. Et Joanne qui dit je pensais justement me louer un chalet pour une semaine. Ouais. Moi, tous mes voyages, pas tout, là, mais la plupart, mes gros voyages spirituels, thérapeutiques, ça a été toute seule. Puis oui, je rencontre des gens là-bas, je me fais ce que j'appelle des Friends of the Day, tu sais, à l'auberge de jeunesse, mais j'ai de la visite des fois des gens qui viennent me voir pendant que je suis en long voyage. Mais ça, c'est moi. Moi, je suis introvertie, je suis indépendante, j'aime ça d'être dans mes petites affaires toute seule. Puis c'est ce qui me permet justement de comme, OK, je m'assois avec moi-même, là, puis je faisais pas ça avant l'Australie. Moi, j'aime bien écrire dans mon journal ou, tu sais, lire des livres ou des podcasts ou juste comme méditer. Mais effectivement, connecter à son cœur, c'est important. Puis ce que tu décrivais, Mathieu, tu sais, de comme justement quand on se prend pas le temps de nous s'aimer soi, ça, c'est moi avant l'Australie, littéralement, tu sais, de donner, de pas te questionner jamais si toi, tu vas vraiment bien. Fait que tu es en train de te créer une réalité sur quelque chose à cause que tu as toujours fait ça ou que les gens t'ont toujours perçu de cette façon-là. Souvent, ça prend un espèce de choc, un gros changement dans une vie pour avoir ces réalisations-là, puis faire des changements par la suite. Parce que notre conception de la réalité quand on est enfant, adolescent, jeune adulte, elle a été forgée principalement par les parents, les amis autour, la société micro, macro un peu. Puis quand est-ce qu'on commence à les remettre en question? Quand on commence à les remettre en question, ben c'est justement dans le courant un peu de l'adolescence, puis ensuite de la vie adulte. Puis si on ne le fait pas, souvent, on passe à côté. On n'est plus aligné nécessairement avec qui on serait parce qu'on essaie de correspondre à un miroir que la société nous dit, voici, c'est comme ça que les choses doivent être. Absolument. Claudia, quand on parlait de faire le show, on explorait différents sujets dont on aurait pu aborder. Tu m'as dit que les troubles alimentaires que tu as vécus t'ont amené à aider des gens par la suite. Ouais. J'aimerais ça qu'on aille un petit peu dans cette direction-là, si tu veux bien. Comment ça s'est traduit pour toi, ces troubles alimentaires-là? C'est arrivé à quel moment? Là, tu nous racontais ton histoire. Tu es rendu en Colombie. C'est-tu arrivé avant ça? C'est-tu arrivé après ça? Oui, en fait, c'est un super bon lien parce qu'effectivement, on parle d'amour de soi, on parle de s'oublier, de s'effacer complètement pour donner aux autres. Moi, ça a commencé à l'âge début vingtaine, donc effectivement, c'était avant l'Australie et ça a continué pendant l'Australie. Début vingtaine, j'étais à l'université, donc mettons 20-21 ans, et j'avais décidé de refaire une compétition de patin. Donc, ça faisait 3 ans. C'était une compétition, une démonstration plutôt parce que j'étais toute seule dans ma catégorie, puis c'était à mon club de patin. Donc, j'avais recommencé à m'entraîner moi. Je faisais seulement coacher depuis 3 ans. Puis, passion artistique, tu sais, on est en petite robe. Puis, j'avais quand même beaucoup de problématiques au niveau de mon apparence physique. Je me mettais beaucoup de pression d'avoir de l'air d'une certaine façon, d'être musclée, mais pas trop de gras, d'être shredded, comme on dit en anglais. Puis je faisais beaucoup de projections aussi, puis je me disais, les gens, ils doivent tellement penser, comment ça Claudia, elle s'entraîne autant, mais elle est grosse de même. J'étais pas grosse, OK? Là, je veux le dire avant, là, je suis pas quelqu'un qui a perdu genre 60 livres, c'est pas ça mon histoire de trouble alimentaire. Oui, j'avais pris du poids entre ma fin du patin puis ce temps-là, comme un peu n'importe qui s'entraîne 30-40 heures par semaine, puis finalement qui arrête de compétitionner. Donc, c'était normal, mais a commencé un cycle de restriction et de binge, d'hyperphagie. Donc, pendant quelques semaines, puis même au début, c'était pendant des mois, très obsédée à vouloir être parfaite. On voit un thème ici de perfectionniste. Moi, je dis souvent que je suis un recovering perfectionniste. Mais on voit un thème ici de toujours vouloir parfaite avec ma nutrition. Je vous donne un exemple. Je ne mangeais plus de fruits
parce qu'il y avait du sucre dans du fruit. Et là, imagine la honte, là, parce que moi, je suis kinésiologue, j'apprends sur la nutrition tout le temps, je travaille dans ce domaine-là depuis que j'ai moins que 16 ans, j'aide littéralement les gens à avoir une belle relation avec la nourriture, l'entraînement, mais je pars du gym, je m'en vais à l'épicerie, une épicerie que comme, fallait certainement pas que personne me connaisse, je cache la bouffe dans mon sac, je m'en vais binger, manger ça, parce que c'était ma façon, mon échappatoire. Je vais jeter les déchets dans une poubelle de la ville, là, parce que je peux certainement pas jeter ça, c'est moi. Imagine la honte que j'avais étant professionnelle de la santé. Fait que ça a commencé comme ça, des épisodes pendant, encore une fois, quelques semaines, des fois quelques mois, super stricts, pas manger assez, je voulais maigrir pour ma compétition et j'ai perdu genre 20 livres en 8 semaines, ce qui était très, très malsain. J'ai perdu là, 3/4 de mes cheveux. Et encore une fois, je savais plus que ça, j'avais l'éducation. Puis la petite leçon ou le petit truc à retenir ici, c'est que un problème de santé mentale, t'as beau tout savoir ce que tu es supposé faire. Des fois, ça vient de chercher beaucoup plus que ça. Il n'est pas là le problème, il n'est pas là la problématique. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Restreindre beaucoup, évidemment, après ça, le corps, il n'en peut plus. Fait que je m'accordais, une fois de temps en temps, une petite fenêtre d'opportunité pour là avoir le droit de ne pas être parfaite. Parce que moi, il fallait que je sois l'élève parfaite, la fille parfaite, l'athlète parfaite, l'étudiante parfaite. Et même quand j'ai lancé ma business, j'avais encore cette étiquette-là. Il faut que ma business soit parfaite, tu sais, que j'ai guéri dans les dernières années, heureusement. Mais voilà, quand je m'ouvrais la petite porte, OK, tu as le droit de ne pas être parfaite, juste là, juste ce soir, ben go! Je m'empiffrais biscuits, muffins, tac, tac, tac. Après ça, je me sentais évidemment tout croche. Il y avait la honte qui était là. Personne ne le savait parce que j'avais de l'art de quoi, en guillemets, encore de la projection. Fait que j'ai vu une psychologue quand j'étais à l'université ma dernière année avant de partir en Australie. Ça m'a beaucoup aidé à justement identifier c'était quoi la problématique qui était encore une fois reliée au syndrome de perfectionniste. Cette pression-là de, tu sais, dans mon domaine, puis messieurs aussi, là, mais mesdames qui m'écoutez, vous le savez, là, on ne peut pas passer une journée sans voir un post sur les réseaux sociaux, un cover de magazine, une publicité qui nous dit qu'on n'est pas assez mince, pas assez grande, les cheveux pas assez plats, pas assez des beaux seins, pas assez des fesses musclées. On n'est jamais assez en tant que femme. Donc, j'ai pas, avec mon background en passion artistique, l'importance aussi qui est évidemment ta shape physique parce que tu te fais juger aussi par ton esthétique un peu. Le fait que, bon, dans ma tête à moi, je n'étais pas assez mince ou fit pour être une kinésiologue, qui était toute, encore une fois, de la projection. Ben, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, avec ma thérapie de quelques mois à l'université, ça m'a aidé à comprendre ça venait de où, ce qui m'a beaucoup aidé. Ça s'est calmé durant l'été. Mais avant de repartir en Australie, même chose, j'avais revu un naturopathe avec qui on m'avait remis sur un plan d'entraînement super strict, un plan d'alimentation nutritionnelle super strict aussi. Et pendant le plan, ça allait bien, mais moi, j'étais l'élève parfaite. Donc, je suivais à la lettre. Qu'est-ce qui se passe après? Tu sais? Tu retournes dans les anciens patterns. Fait que ça a été un cycle comme ça, on and off, pendant à peu près 1 an. En Australie, c'était quand même bien au début. C'est revenu une fois que j'ai commencé à avoir un peu le mal du pays. Une fois que j'ai commencé à me dire « Ah, je m'ennuie de la maison, je m'ennuie du patin, je sais pas trop. » Tu sais, évidemment, on a parlé du début de mon voyage, mais il s'en est passé d'autres choses pendant 1 an et demi. Je me suis fait offrir un sponsor, une commandite pour rester là-bas temps plein puis ouvrir ma business là-bas, ce qui a amené toutes sortes de « Mon Dieu, c'est ça que je veux faire. » Fait que là, c'est devenu beaucoup dans manger mes émotions. Et il y a eu moins de restrictions. Là, il y avait seulement des épisodes de binge, donc de gavage, qui, encore une fois, m'amenaient énormément de honte. Pris du poids quand même, un 10-15 livres. Puis, je savais que j'avais pris mon billet d'avion de retour au mois de juin. Puis là, je me disais, aïe, aïe, ça, c'était à peu près au mois de mars. Je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce que ma famille va dire quand ils vont me voir à l'aéroport? Encore une fois, c'était peut-être un 10-15 livres que j'avais pris, là. C'était pas 50. Mais encore une fois, les projections qu'on a de nous-mêmes. Puis à un moment donné, je me suis arrêtée, je me suis dit, hey, ma famille, là, puis mes amis, ça fait 1 an et demi qu'ils m'ont pas vue. Même qu'ils me voient à l'aéroport, là, ils vont pas faire comme, hey, Claudia, on est tellement contents. Attends, t'as pris 10 livres. Bon, on n'est pas content de te voir finalement, puis ils vont pas s'en retourner. Fait que ça m'a fait comme, OK, les gens vont m'aimer no matter what, même si je suis dans une phase de ma vie que j'ai 10 livres de plus, même si, non, je suis pas l'air d'une fille sur le stage qui fait une compétition de bodybuilding. C'est même pas ça que je veux. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir l'air de ça? Fait que ma sœur est venue me voir avant que je revienne de l'Australie en mai 2015. Puis, on est allé 1 mois en Indonésie ensemble. Et ça a été le mois
qui m'a aidé à commencer mon vrai cheminement de guérison des troubles alimentaires. Fait que je suis fière de dire, mon Dieu, je vois la date, là, mon dernier binge, ça a été le 2 mai 2015. Donc, ça va faire 7 ans dans une dizaine de jours. Et ça m'a pris ça, de me sortir, de revoir ma sœur, puis d'en parler à ma sœur aussi. C'est la première personne à qui je disais que j'avais ces troubles-là, à part ma psychologue quand j'avais été à l'université, puis mon naturopathe. Fait que d'en parler à quelqu'un, de me sortir de ma routine toute seule en Australie, de faire 1 mois avec elle, de voir que je pouvais trouver un équilibre, que j'ai le droit, moi aussi, de manger un muffin de temps en temps, que j'ai le droit, moi aussi, d'être avec ma sœur à Bali, puis de partager un repas un peu plus riche, entre guillemets, que je peux en skipper un entraînement, puis ça fait pas de moi quelqu'un qui est un échec à l'entraînement, là, tu sais. Fait que ce mois-là d'équilibre avec ma sœur, quelqu'un qui m'a écouté, qui m'a supporté, qui m'a pas jugé aussi, puis évidemment, changer d'environnement, hein, je pense que ça, c'est important aussi, surtout quand on a une addiction. Ben, ça a été le début vraiment de mon vrai chemin de guérison, même si dans les 2 années avant, j'avais fait un peu de thérapie, tout ça. Et ça, vas-y, mais ça, j'allais dire, c'est tout ça qui m'a aidé après, évidemment, à aider mes clientes, là, aujourd'hui, c'est sûr. Qu'est-ce qui fait que tu vas bientôt célébrer ton 7 mois, je m'en allais dire d'abstinence, de ne pas binger. Cette année, ouais, cette année. 7 ans, pardon, oui. Et non, c'est pas de l'abstinence, parce que... Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu de rechute? Qu'est-ce qui... Ce mois-là, vraiment, a été le momentum de départ que j'avais besoin pour me sortir de mes patterns dans lesquels je me sentais prise. Et je me souviens, j'étais en Australie les dernières semaines, puis même si je vivais encore une excellente belle vie, comme je vous ai dit, je me suis fait offrir un sponsorship, j'avais la possibilité de rester, j'ai été en Nouvelle-Zélande, j'ai été à Fidji, j'ai voyagé partout, j'avais vraiment, j'aimais ma vie, tu sais. Mais souvent, ça paraît pas quand on a un petit trouble au niveau de la santé mentale. Moi, c'était avec les troubles alimentaires. Ce qui a aidé après ça, ça a été d'en parler tranquillement, pas vite, à plus de gens. Ma meilleure amie, éventuellement mes parents, parce qu'évidemment, après l'Australie, comme je l'ai dit, je suis retournée chez mes parents aussi. De me donner la permission aussi d'amener plus d'équilibre, tu sais, le 80-20 que moi-même je coach tout le temps et pas être dans du 100% parfait puis du 0%. De faire beaucoup de travail de développement personnel avec, ça vient de où ce désir-là de toujours devoir être parfaite, cette pression-là. De focusser aussi sur autre chose. Tu sais, des fois, on est tellement focusé sur la problématique qu'on a, de compter les calories, écrire ce que je mangeais, avoir des coachs, suivre des plans. Fait que de comme me faire un peu plus confiance sur « Hey, j'ai faim, je mange, j'ai pas faim, je mange pas. » Puis c'est correct, tu sais, de focusser sur... Là, je vous l'ai dit, c'était les travel blues, fait que je focusais là-dessus. Je focusais sur mon prochain voyage. Après ça, j'ai commencé à focusser sur Karmakin, évidemment, qui est né en Colombie, littéralement. Fait que ouais, focusser sur autre chose, en parler... L'équilibre, c'est des choses qui m'ont aidé beaucoup à me sortir de ça. J'ai l'impression que d'être connecté et aligné avec ta mission de vie, avec ce qui te drive, puis ce qui te permet de t'épanouir, et aidant. C'est sûr, c'est sûr. Parce que je veux dire, la nourriture en soi, c'est le symptôme, mais c'est pas qu'est-ce qui cause. Ça aurait pu être le shopping, ça aurait pu être le porn, ça aurait pu être la drogue, ça aurait pu être l'alcool. Moi, ça a donné que c'était la nourriture. Mais qu'est-ce que ça cachait, ça? C'était un mal-être. C'était quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait « T'as pas le droit, Claudia, d'être toi-même. » T'es pas aligné. T'es pas aligné. Fait que quand tu vas creuser ça, tu t'alignes, tu commences à faire des choix différents, à t'assumer, même si tu es un peu rebelle ou mouton noir ou tu ne fites pas dans la société. Hey, tu te sens bien, puis tu n'as pas envie d'aller les manger, tes émotions, puis de binger, tu sais. Ça va bientôt faire 50 minutes qu'on jase, puis là, je veux faire le tour du sujet avant que ça se termine, puis arriver aussi aux questions des gens, si on en a la chance. Juste tout d'abord, le commentaire d'Edith qui dit « Ça me touche vraiment. Le même chemin que j'ai eu à traverser durant mon adolescence, apprendre à m'aimer une bouchée à la fois. » Et Nadine qui dit « Une des meilleures coachs au gym où j'allais avant la pandémie n'était pas filiforme qu'on voit dans les magazines. C'est triste, ces images de femmes et de corps parfait. » Puis d'ailleurs, avant qu'on arrive à d'autres questions des gens, est-ce que ça t'arrive de travailler avec des adolescentes? Parce que j'ai l'impression que on n'y échappe pas avec la force la force. En tout cas, l'omniprésence des réseaux sociaux, puis du TikTok et Instagram de ce monde, de plus en plus. En tout cas, ça reste aussi vrai que ça l'a déjà été par le passé que ça ne s'améliore pas, le fait que les jeunes filles et les femmes sont exposées à des modèles
qui sont des fois déconnectés un peu de la réalité, puis qui font en sorte que ça donne une pression incroyable, surtout que les réseaux sociaux sont drivés par la validation. Donc, Absolument. le nombre de réactions qu'on reçoit, fait que là, il faut que j'aie mon meilleur profil, il faut que je sois plus mince, plus ça. Fait que ça peut faire naître toutes sortes de troubles alimentaires et toutes sortes de troubles psychologiques at large. Donc, est-ce que tu travailles avec des jeunes filles? Est-ce que tu as des conseils à donner à des parents, à des jeunes femmes? C'est un gros sujet. Oui, ça m'arrive, surtout avec des patineuses, parce qu'évidemment, c'est encore mon sport. Donc, j'ai travaillé dans le passé et même encore parfois. C'est sûr que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas experte là, du trouble alimentaire. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est avoir une conversation avec ces filles-là qui, s'ils se sentent à l'aise de m'en jaser. Je leur parle de mon expérience personnelle, je leur donne des trucs que moi, j'ai faits. Et après, ben, je vais référer si jamais ils ont besoin d'un suivi qui est plus spécifique ou plus poussé. Mais oui, c'est quelque chose que j'aime faire parce que, I get it. Je comprends. Ce qui sort de la bouche de la petite fille, là, qui a 13-14 ans, là, je l'ai dit, moi, ça, littéralement, il n'y a pas si longtemps que ça. Fait que je comprends. Des pistes de solutions, c'est à tellement différents niveaux. Il y a les organismes qui doivent faire leur part, tu sais, je pense à Passage Canada, par exemple, dans mon sport, hein, évidemment. Il y a tout, justement, le marketing, ce qu'on voit, tu sais, dans les réseaux sociaux, comme tu disais, les covers de magazines, puis tellement l'attention au corps, tu sais, on est tellement plus que notre corps, tu sais, mais je vois pas le jour où est-ce que c'est tellement une industrie qui rapporte des millions, des milliards d'argent que moi, je fais le plus que je peux pour aider la femme à se sentir bien dans son corps, à retravailler sa relation avec la nutrition. Mais je pense que de normaliser puis de ne pas porter d'attention spécifiquement au corps. Puis si vous avez des enfants, faites attention à ce que vous dites aussi de vous-même. Tu sais, les enfants, ils absorbent tout. On se fait programmer de 0 à 7 ans, très, très jeune. Et même plus tard, quand même que tu ne dis pas à ta fille comme « Ah, toi, spécifiquement, ma fille, tu as l'air, ton bourrelet, il sort dans ton chandail. » Ben, si toi, tu te vois dans le miroir, tu es comme « Ah, mon Dieu, j'ai l'air grosse dans cette blouse-là. » Ta fille, elle va l'entendre, ça. Puis c'est assez pour faire comme « Oh mon Dieu, moi, je devrais-tu me checker dans le miroir? » Fait que, tu sais, travailler sur l'amour de soi en premier, faire attention à ce qu'on dit. Mais ça pourrait être une conversation pendant des heures et des heures. Tout de suite, j'ai pensé les parents qui ont de la difficulté avec les écrans que leurs enfants peuvent utiliser puis qui sont tout le temps eux-mêmes connectés sur des écrans. Le modèle qu'on envoie, la façon dont on gère nous-mêmes notre vie, notre enfant y est exposé. Donc, c'est difficile de donner d'essayer d'amener quelqu'un ailleurs que où on va soi-même. Question de Karine Guy qui dit à partir du moment où on change une habitude et on s'entend que de transformer son rapport à la nourriture est beaucoup plus que ça, ça a un impact sur plusieurs sphères de notre vie. Sur quelle sphère de ta vie l'impact a été le plus grand quand tu as commencé à transformer ton lien à l'alimentation, Claudia? J'adore cette question-là parce qu'effectivement, ça a un méchant impact sur plusieurs sphères. Moi, ça a été, je vais répondre pas avec une sphère de ma vie, mais avec peut-être un trait de personnalité. Le plus gros impact que ça a fait, c'est sur ma confiance en moi. Parce qu'il y a un impact surtout évidemment ma business, Karmakin et tout ça. Mais la journée que j'ai décortiqué pourquoi j'avais ces troubles-là, puis que j'ai guéri un petit peu ces étiquettes-là, ces programmes-là, ces pensées limitantes, ces blessures d'enfance, tout ça, ça a boosté ma confiance en moi là, énormément, de m'assumer, d'être fière de qui j'étais, d'accepter que c'est différent de bien des gens, puis c'est correct, puis c'est tant mieux, puis c'est ça ma force, puis c'est ça qui fait que, effectivement, ben, comme tu me dis, puis merci, c'est contagieux aussi d'être passionné par ça. Puis c'est un travail qui continue, là. Je ne suis pas en train de dire que j'ai plus de travail à faire sur moi-même du tout. Au contraire, à chaque niveau de croissance, que ce soit en business ou en tant que personne, il y a toujours des petites choses à travailler. Mais ça a été ça, le plus gros impact. Booster ma confiance en moi, qui m'a aidé avec Karmakin, qui m'a aidé à faire toutes sortes de choses, là. Oh, excuse-moi, je pensais que j'étais sur mute parce que des fois, je me mute quand mon invité.
Donc, merci pour ça. Il y a une autre question, mais je l'afficherai. Tu iras voir la question de Marlène Chatigny dans les commentaires parce que là, le temps filant, puis comme la question est un peu en dehors de notre sujet de conversation, pas de problème. On ne l'affichera pas. Claudia, pour les gens qui veulent te rejoindre, je vais partager d'abord ton profil LinkedIn. Donc, oui. Je sais que tu es un peu partout sur les différentes plateformes. Tu es active sur Instagram, Facebook et autres. Sur LinkedIn. LinkedIn, Claudia Baillargeon. Si les gens ne sont pas déjà connectés à toi, bien évidemment, ils peuvent se connecter. Sinon, il y a ton site web, karmakin.ca. Est-ce qu'on dit Kin ou Kin, j'imagine? Karmakin. Karmakin, merci. Donc, Karmakin.ca. Et puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on retrouve sur ton site web, Claudia? Oui, sur le site, il y a une partie de mon histoire aussi, la cause des enfants, qui est une cause qui me tient à cœur, des façons de travailler avec moi, que ce soit à travers mon défi Karmakin. D'ailleurs, la prochaine cohorte commence le 1er mai. Donc, ça vous intéresse. Des conférences aussi. J'ai mon podcast qui s'appelle Conversation Awesome avec Karmakin. Et vous allez voir aussi mes clientes, là, que je suis tellement fière et reconnaissante. Donc, il y a beaucoup de témoignages sur le site qui me rendent vraiment fière. Donc, promenez-vous là-dessus. Il y a un quiz aussi si vous voulez calculer votre code Karmakin qui est gratuit, qui vous donne un score sur 100% pour voir vous en êtes où avec vos différents piliers de la santé. Donc, comme vous voyez, c'est jaune, c'est dynamique, c'est coloré et c'est accessible. Fait qu'hésitez jamais à m'écrire, à me poser vos questions. Ça va toujours vraiment me faire plaisir de connecter avec vous. Excellent, merci. Et puis ton podcast, tu es rendu à combien d'épisodes? Ouais, 66. 66, quand est-ce que tu as commencé le podcast? J'ai lancé le 11 février en 2021. Donc, j'avais lancé avec 4 épisodes. Puis après ça, la constance, un épisode par semaine. Ben oui, donc, tu le maintiens. Ouais, fait que c'est des podcasts très, très variés sur le développement personnel, la spiritualité, mais aussi des trucs très, très pratico-pratiques avec ce sur quoi je coach, hein, nutrition, entraînement, le sommeil, défaire des mythes, gestion de stress, franglais. Donc, des fois, j'ai des invités qui sont anglophones. Sinon, je fais des épisodes solo aussi avec invités. Fait qu'il y a une belle variété de sujets qui vont sûrement vous intéresser sur le podcast. Excellent, merci. Puis je vois qu'on peut écouter ça un peu partout sur les différents agrégateurs, différentes plateformes de balado-diffusion. Merci, Claudia. Pour ma part, si vous voulez aller jeter un œil sur ce que je fais, mathieuchevalier.com, j'ai une formation Inspire par tes histoires où je vous aide à travailler vos messages, vos histoires pour que ceux-ci parlent à vos clients potentiels, leur donnent le goût de faire affaire avec vous. Et par la suite, si vous voulez, on peut en faire des vidéos de présentation qui servent essentiellement à accueillir les visiteurs sur votre site web, vos réseaux sociaux et leur donner le goût, encore une fois, de faire affaire avec vous. Vous pouvez aller voir ça sur mathieuchevalier.com. Ma formation commence demain, ma toute première cohorte, c'est demain matin. Il reste encore de la place. Si vous voulez aller voir mathieuchevalier.com/formation. Claudia, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. C'est un épisode qui a été à la fois touchant et extrêmement enrichissant. Tu iras voir un peu les commentaires. Ça a été très actif sur LinkedIn. Merci. Et ça pourrait être vraiment trippant de faire un autre épisode ensemble dans le futur. Oui, absolument, parce que là, on n'a pas parlé de Karmakin encore, mais on parle d'entrepreneuriat, tout ça. On le sait que c'est né en Colombie, mais ça, c'était en 2016. Fait que toujours partante pour une invitation, Mathieu. Merci à toi, merci à tout le monde d'avoir participé. Je vais aller voir vos commentaires, certainement. Tu as raison, c'est un peu comme si on avait fait la première partie, fait qu'il va falloir qu'il y ait un part 2 éventuellement. Encore une fois, merci Claudia, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À la revoyure!